Des burgers, des frites, des menus géants, des jouets pour enfants et des campagnes marketing dignes d'un blockbuster. Bienvenue dans la guerre silencieuse mais féroce des fast-foods. Un affrontement mondial où McDonald's, Burger King, KFC, Taco Bell, Subway et bien d'autres se battent à coups de menus, de pubs, de packaging éphémère. D'où ça vient, pourquoi ça marche et surtout, est-ce que ça va continuer comme ça? Une histoire qui mêle capitalisme, culture pop, géopolitique et graisse fondue. Alors installe-toi, t'as pas besoin de commander, c'est moi qui régale. Tout commence dans les années 1920. Là, aux États-Unis, à partir de 1921, on a White Castle qui ouvre à Wichita, dans le Kansas, et qui révolutionne la restauration en proposant des hamburgers à 5 cents dans un environnement propre et standardisé, brisant ainsi du coup les préjugés sur la nourriture rapide considérée comme de mauvaise qualité. Mais c'est en 1948 que les frères McDonald, Richard et Maurice McDonald, introduisent le Speedy Service System à San Bernardino, en Californie, optimisant la préparation des repas pour une efficacité maximale. Et le but, il est simple, aller vite et consommer le moins de secondes possible. Il faut que les personnes repartent avec leurs commandes le plus vite possible. Alors en 1955, Ray Kroc, il rejoint l'aventure et il ouvre le premier McDonald's franchisé à des plaines dans l'Illinois, posant les bases de l'empire mondial que l'on connaît aujourd'hui. Et si on parle de McDo, un truc qui est hyper important, c'est que eux, ils ne sont pas dans les restaurants, enfin leur principal atout, leur principale force, eux ils se concentrent pas sur la nourriture, ils se concentrent sur le logement. C'est ça le plus important, c'est ça leur carte maîtresse, parce qu'ils savent que ça rapporte. Toutes les personnes qui sont franchisées sont obligées de mettre une partie de leur récolte, une partie de leurs bénéfices aux propriétaires. C'est pas forcément eux, c'est des franchises. C'est comme s'il y avait un chef et un sous-chef. Le sous-chef n'est pas chef, donc il doit rendre des choses au chef. Voilà. Donc c'est pour ça que les franchisés rapportent un grand maximum au grand patron et c'est pour ça que ça marche autant. Tout est une question de propriété et c'est vraiment le Monopoly à des puissances infinies. Dès les années 70, McDo devient un symbole de la mondialisation. Et tout ça, ça s'explique avec l'ouverture au Japon en 1971. En 1972, c'est l'arrivée en France. En 1990, c'est l'inauguration à Moscou. Ça a attiré des milliers de personnes, symbole de l'ouverture de l'URSS. Et je vous rappelle qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, ce qui s'est passé, c'est que le monde a carrément été fracturé. D'un côté, les États-Unis, qui est bien capitaliste, qui aiment bien leur modèle, face à l'URSS, maintenant la Russie, avant l'URSS, qui était vraiment dans le communisme, dans le bien partagé. Enfin, c'était deux modèles différents. Il y avait de la course à l'armement, il y avait la volonté d'être le meilleur que l'autre. C'était vraiment quelque chose de fou parce que c'était deux courants de pensée qui s'opposaient quasiment. Ils étaient à deux doigts de faire la troisième guerre mondiale. Il y a eu tellement de conflits. Enfin, on en reviendra s'il faut, bien sûr, pour une autre prochaine vidéo, mais c'est pas la question. Là, on est vraiment dans les fast-food. Là, donc, c'est vraiment important de se dire que l'URSS est tombé et McDonald's a été un symbole tellement puissant que, petite parenthèse, quand il y a eu la guerre en Ukraine avec la Russie, et il y a eu un petit peu cette tension-là. Certains noms étaient rebaptisés. C'était quasiment les mêmes choses, le même bâtiment, la même charte graphique, enfin tout ce qu'elle est, mais ils se sont amusés juste à renommer. C'est hyper important. C'est pas juste de la nourriture qu'on mange, que ce soit bon ou mauvais, c'est pas la question. Il y a tellement d'enjeux à côté, c'est pour ça que j'en fais la vidéo. C'est qu'il y a tellement de choses à découvrir. D'ailleurs, j'y pense. Abonne-toi si tu veux voir d'autres choses, découvrir d'autres pépites. C'est hyper simple, tu t'abonnes, c'est gratuit et c'est hyper rapide. Et puis tu peux commenter d'ailleurs, tu peux dire dans les commentaires quel est ton fast-food préféré. Mais vas-y, moi j'attends. Ah, moi j'attends, hein. Ah, moi j'ai le temps de me faire 300 Big Mac. Ce que tu veux, je te jure, j'ai le temps. C'est bon? C'est fait? Bon, ok, d'accord. Donc revenons à tout ça. En 1992, on a l'implantation en Chine. Chaque marché s'adapte. En Inde, par exemple, McDonald's va proposer des menus sans bœuf. Là-bas en Inde, on a certains animaux qui sont sacrés, pas comme chez nous. Il faut savoir que chaque pays, chaque partie du monde a sa spécialité. Et c'est pour ça que les fast-foods vont essayer de s'adapter, c'est de se personnaliser au pays pour essayer de séduire les mœurs, les coutumes, ce que les gens aiment moins. Parce que sinon ça marche pas du tout. On mange pas la même chose dans n'importe quel coin du continent. Je vous laisse juste aller en Chine et vous allez me dire si on mange la même chose qu'ici en France. Je pense pas, mais vraiment c'est pas la même chose. Au Japon, on retrouve des burgers aux crevettes. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevettes, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette. Et en France, on a des produits comme le croque McDo ou le McBaguette qui sont introduits pour séduire les palais locaux. Par contre, oubliez tout de suite l'idée que McDonald's soit le seul sur le ring. Derrière les arches dorées, on a un vrai champ de bataille et plusieurs empires de la restauration rapide vont s'affronter à coup d'innovation, de pub agressive, de stratégie locale et parfois de provocation directe. En commençant par Burger King. Burger King, le rival historique, puisque fondé en 1954 en Floride, Burger King est le plus grand rival de McDo depuis toujours. Et son arme principale, le Whopper.
c'est un fameux burger grillé à la flamme devenu iconique. Sa communication elle est souvent provocante et moqueuse, puisqu'en 2019 par exemple, ils avaient même proposé un menu Whopper détourné via Uber Eats dans les restaurants McDo eux-mêmes. Et en France, ils ont ironisé sur la rareté des BK en montrant que l'attente en valait la peine, avec des campagnes par exemple qui disaient que le plus proche Burger King était à 258 km. Et aujourd'hui, Burger King compte plus de 19 000 restaurants dans 100 pays. En France, le retour en 2012, il a été un carton et ça a été quand même porté par la nostalgie des années 90 et une stratégie bien plus cool que celle de McDo. Et puis sinon, on a KFC, le roi du poulet frit. Né en 1930 dans le Kentucky, on a le colonel Sanders qui fait du poulet frit une institution mondiale. Et KFC, ça domine le segment volaille, surtout en Asie, en Afrique et en Amérique latine. En Chine, KFC est beaucoup plus populaire que McDonald's. Il y a plus de 8000 restaurants qui sont ouverts. Et en France, KFC s'est implanté en 1991 et cartonne notamment auprès des jeunes urbains. Mais la marque, elle est aussi critiquée pour ses élevages intensifs, le niveau de sel et de graisse dans ses produits, puis un usage du plastique qui est encore élevé en 2024. Subway, là, on a un peu le fast-food sain. C'était créé en 1965 dans le Connecticut et Subway s'est positionné comme l'alternative fraîche et légère avec des sandwichs préparés devant le client. Il peut choisir chaque ingrédient. On a plus de 37 000 restaurants dans 100 pays. En Europe, Subway, ça a connu une croissance rapide dans les gares, les stations essence, les campus. Mais les dernières années ont été un petit peu plus difficiles puisqu'on a eu des critiques sur la qualité du pain, la baisse de fréquentation et une concurrence accrue. Et ils réagissent avec des menus végétariens et puis un rebranding en 2023-2024 autour de la fraîcheur. Un autre concurrent, Taco Bell, l'américo-mexicain qui monte, puisque c'était lancé en 1962. Taco Bell propose une version US friendly. Tout est une question de gaming en ce moment. C'est de la cuisine mexicaine. On a des tacos, des burritos, des nachos, des sauces piquantes. C'est très populaire aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Sinon, ce qui concerne la France, c'est vraiment présent depuis peu de temps, puisque les premiers restaurants datent de 2017 et ça se distingue par une identité très jeune. Domino's, Pizza Hut et les chaînes de pizza. Là, c'est vraiment la pizza qui a aussi des géants du fast-food. Déjà, Domino's Pizza, ça vient des États-Unis, puis depuis 1960, c'est très puissant en France et aux États-Unis. C'est spécialisé de la livraison ultra rapide. Sinon, on a Pizza Hut, là, qui existe depuis 1958. C'est plus familial, présent dans plus de 100 pays. En Inde et au Moyen-Orient, Domino's est souvent leader du marché. Leur bataille, elle se joue sur l'innovation, les offres agressives, du style 2 pour 1, les menus étudiants, etc. Puis une communication très territoriale, les matchs de foot, les promos ramadan, tout ce qui va avec. Et sinon, on a un fast-food qui ne vend pas forcément des frites, mais qui est dans cette thématique. Starbucks. Oui, c'est pas un fast-food classique, c'est un acteur majeur de la restauration rapide moderne. C'était fondé à Seattle en 1971, c'est présent dans plus de 80 pays et ça a transformé le café en un objet lifestyle. Prénom écrit à la main, ambiance cosy. Et en France, malgré une arrivée tardive en 2004, Starbucks a séduit les centres-villes, les aéroports, les quartiers chics, mais leur image écolo-hipster cache aussi une consommation massive de gobelets jetables, des prix élevés pour des produits très sucrés et une critique sur leur impact sur les petits cafés indépendants. C'est que les petits cafés indépendants, eux, ils ont été attaqués de plein fouet par Starbucks. Si on veut aller boire un café, un restaurant, ok, mais la plupart des personnes auront Starbucks en tête parce que leur communication, ce qu'ils proposent au menu, leur décoration et tout ce qui va avec, leur personnalisation. Mais moi aussi, j'ai été atteint par tout ça. Moi aussi, quand je suis allé là-bas, quand on m'a écrit mon prénom, ça fait un petit truc en plus. C'était vraiment excellent. C'est de jouer un petit peu sur les émotions et ce qu'on a dans le cerveau. C'est ça qui va nous faire revenir. C'est ça leur objectif. Et puis sinon, Quick, l'ex-français devenu belge, toujours en activité malgré la concurrence. Et puis depuis quelques années, ils se sont tournés vers la viande 100% halal. Juste pour que la communauté en question puisse être satisfaite. Et Quick, ça a été vraiment à son apogée dans les années 80-90 en France. Et puis au final, ça a fait son déclin. Il y a Burger King qui s'est amusé à racheter plein de magasins Quick. Alors d'abord, la France a accueilli tout ça avec méfiance. C'était perçu comme un symbole de l'américanisation. McDo a quand même lancé le McCafé pour concurrencer Starbucks. Ils ont mis aussi l'accent sur les campagnes de communication axées sur la qualité et la responsabilité. La couleur rouge a été remplacée par la couleur verte. Leurs restaurants ont subi toute une modification, repeint, réimaginé pour qu'on puisse se dire tiens, je vais pas dans un fast-food, mais je vais dans un restaurant pour avoir une meilleure image d'eux. Et quels que soient les fast-foods, on aura toujours plus ou moins de retard sur les gammes exclusives ou éphémères par rapport aux autres pays. Le bon point à noter pour McDo, c'est leur produit sauté l'été dernier lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Le packaging est devenu un outil commercial très puissant. En 1961, on a l'introduction des arches dorées sur les emballages McDonald's. Dans les années 80, l'utilisation de boîtes en polystyrène remplacées ensuite par des matériaux plus écologiques. Et aujourd'hui, on a des emballages recyclables, un design épuré, des collaborations avec des artistes. Les produits éphémères et créent l'engouement. Et en ce moment, dans l'Hexagone, on a même une ancienne mascotte qui a pris les rênes du logo et des réseaux, Grimace. Partout, on voit de plus en plus arriver la vaisselle réutilisable, un moyen pour moins gaspiller, mais surtout la volonté de partager une image plus écologique. Qui irait dans un fast-food rempli d'emballages alors qu'on a de plus en plus de personnes qui font attention à leur mode de consommation? Alors le marché du fast-food, il continue d'évoluer sans arrêt. Derrière chaque menu servi, il y a une trace écologique de carbone qui est conséquente. Cette empreinte, c'est des tonnes de déchets et une industrie agroalimentaire qui pèse lourd, avec d'abord une surproduction et un élevage intensif. Le modèle économique du fast-food, il repose sur des volumes énormes de matières premières, souvent issues de l'agriculture massive. On a le bœuf qui est omniprésent dans les burgers et l'un des aliments les plus polluants. Et les élevages, ils sont responsables de la déforestation, notamment en Amazonie pour produire du soja qui est destiné au bétail. Sinon on a le poulet qui est en croissance dans les menus, souvent issu d'élevage intensif. Sinon on a du packaging jetable et une production de déchets puisque chaque repas rapide génère des déchets. On a des emballages en plastique, du carton, de l'aluminium. On a des pailles, des serviettes, des boîtes à burgers, des gobelets, des couvercles, des sachets de sauce. Est-ce que se nourrir vite, c'est pas se détruire lentement? Et c'est sur cette question tellement philosophique que je vous dis que l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. Je compte sur toi pour liker, commenter, partager et t'abonner, c'est hyper important. Et puis de toute façon on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Alors c'était Nico, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard, ciao.